Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans 100% marché, l'impact de l'euro-dollar sur notre économie, les CAC 40 en daily et en intraday, des analyses sur l'or, Eutelsat, Sodexo, Publicis Group et un euro gagnant de notre jeu d'investisseurs. Bienvenue aussi à nos invités. À ma gauche, il y a Rémi Le Bailly, rédacteur en chef d'Investir. Investisseur aussi, j'en suis sûr. Il a gagné déjà plein de fois le jeu, à mon avis, non? Donc Rémi Le Bailly, bonjour Rémi, tu participes pas? Bonjour Falco, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Et à ma droite, le président de la FAT, Laurent Albi, bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour Rémi, bonjour à tous. Bon, bienvenue à tous les deux. Donc on va commencer tout de suite notre émission avec la première rubrique qui s'appelle Bilan de la semaine. Donc, avec Rémi, le bilan de la semaine, c'est une semaine pour rien ou comment? Oui, ben les chiffres sont un peu et le micro s'en va, mais je le récupère. Encore l'effet de live. Donc, les chiffres sont trompeurs parce que, en apparence, ça fait plus 0,5% sur l'indice, ce qui est vraiment quasiment rien, hein, une quasi-stabilité. Mais malgré ça, eh bien, le CAC 40 en a profité pour atteindre son sommet des 10 dernières années. Hein. Quand on fait le calcul, on est au plus haut depuis le 4 janvier 2008, très précisément. Donc, vraiment une progression, mais une progression tout en douceur. Alors, les données sont un petit peu contrastées avec d'un côté des premières publications qui sont dans l'ensemble satisfaisantes. Il y a eu 2 publications la semaine dernière au CAC 40, celle de LVMH et celle de ST Microelectronics, et l'une comme l'autre ont été plutôt meilleures que prévu et plutôt bien accueillies. Et puis d'un autre côté, mais ça on va avoir l'occasion d'en reparler, et vous l'avez évoqué Falco, eh bien les devises sèment clairement le trouble sur les marchés, mais il faut quand même voir, donc le CAC 40 est au plus haut depuis 10 ans. Super, merci beaucoup Rémi. Donc Laurent, qu'est-ce qui fait le CAC 40 au point de vue d'analyse technique en fait? C'est un peu... on sait oui, pas oui, trop, oui. non, Non, on ne sait pas trop, hein, Falco. Hein. On est vraiment dans une période d'incertitude sur le CAC depuis maintenant 2 semaines. Vous avez à l'écran le chart qui montre, vous le voyez, cette consolidation. Alors on voit effectivement qu'on n'arrive plus à progresser sur l'indice parisien. Et regardez, quand je zoome un petit peu, nous avons ouvert ce matin en gap baissier après avoir échoué à plusieurs reprises le franchissement de cette résistance à 5535 points. Donc Falco, dans ce climat d'incertitude, la première recommandation, c'est déjà de ne pas ouvrir des grosses positions parce que on voit bien, regardez, en examinant cette consolidation latérale qui prend la forme d'un mégaphone, d'un triangle inversé, et bien quand on regarde cette consolidation, on voit qu'on est dans une zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs et qu'il n'y a aucun des deux camps qui arrive de manière décisive à prendre l'ascendant. Donc on est dans une période d'incertitude et donc dans un premier temps pour une stratégie intraday, c'est-à-dire pour les 48 prochaines heures, si on retourne sur le haut de ce gap, c'est-à-dire dans la zone des 5520 points, alors on peut ouvrir ou en tout cas tenter d'ouvrir une petite position vendeuse en visant le bas du range, voire ce support oblique vers les 5440 points. Donc cette semaine, on va proposer donc 2 stratégies sur 2 horizons de temps différents. La première stratégie, comme vous l'avez compris, en intraday avec donc un biais baissier que nous allons donc mettre en œuvre avec un turbo put, et ce turbo put, Falco, c'est le 64 AXB. Merci beaucoup Laurent. Donc sur le CAC 40, un turbo put 64 AXB, mais avant de vous le présenter, je vous rappelle la fameuse phrase que les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc avant d'investir, je vous invite d'aller sur notre site produitsbourse.bnpparibas.fr et d'aller sur le site et vous former à l'aide de nos vidéos et brochures et formations qu'on a mis en place pour vous. Donc voilà, c'est un turbo put CAC 40 sur le CAC 40 64 AXP qui a un effet de levier ce matin de 46,83.
Son prix d'exercice et aussi sa barrière désactivante de 5600 points, son échéance de 15 juin 2018 et son prix de vente 1,51 € pour un CAC 40 à 5508,92. Et retour avec à Laurent pour la deuxième analyse du CAC 40. Effectivement, alors donc on l'a compris, en intraday plutôt vendeur sur le bas du range, sur un horizon de temps un petit peu plus large, c'est-à-dire à court terme, vous retrouvez donc cette latéralisation de l'indice parisien depuis le début de l'année. Je vais zoomer un petit peu pour vous remontrer, vous voyez ce gap baissier ouvert ce matin. Donc on baisse jusqu'à 5480, on pourrait même aller plus bas, on pourrait aller vers 5450 voire même 5440 et là il y aurait éventuellement la possibilité de repasser acheteur puisqu'on est dans une phase de consolidation. Qu'est-ce qu'on fait dans les consolidations? On vend les résistances, on achète les supports et là le support il est un petit peu compliqué puisque vous voyez en fait il descend comme ça et il repasserait dans le voisinage de cette moyenne mobile et de ce niveau à 5440 points, donc acheteur de CAC beaucoup plus bas sur du court terme parce que c'est le point idéal. Si effectivement les indices doivent repartir, eh bien c'est le point idéal pour rentrer à l'achat. Pourquoi? Parce que notre risque il est vraiment tout petit. Vous le voyez, on a cette grosse zone de polarité ici, cette ancienne résistance qui deviendrait potentiellement support. Payer le support, c'est toujours une bonne idée. Même quand on a tort, on ne perd pas beaucoup d'argent puisque le stop, vous l'avez compris, est juste en dessous. Donc Falco, sur un horizon de temps un petit peu plus large, eh bien c'est une stratégie d'achat qu'on recommande cette semaine sur le CAC avec un turbo call de code 14BJB. Donc sur le mégaphone, les vendeurs vont parler plus fort dans un premier temps et dans un deuxième temps, ce sera plutôt les acheteurs. Alors, ça serait trop simple, Rémi. En fait, quand on est dans des structures comme ça en mégaphone, c'est la cacophonie. C'est-à-dire que c'est à la fois une période d'hésitation, mais une période de confusion. Pourquoi? Regardez rapidement. On sort de cette résistance en pensant qu'on fait le breakout et on réintègre, on casse le support en pensant qu'on part à la baisse et on réintègre. Donc ça veut dire à la fois qu'on a de l'hésitation, des investisseurs qui ne savent plus très bien sur quel pied danser, et en même temps on a de la confusion, donc cacophonie. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est la cacophonie? Surtout pas grand-chose, toute petite position. Et d'ailleurs ce biais qui est un petit peu d'aversion au risque, eh bien je vais le conserver pour toutes les recommandations que je vais faire, parce que je trouve que c'est particulièrement compliqué en ce moment. Merci beaucoup Laurent et aussi merci beaucoup Rémi pour cette intervention. Donc c'est un turbo call sur le CAC 40 14BJB qui a un effet de levier de 33,66 en échéance aussi le 15 juin 2018. Son prix d'exercice et aussi sa barrière désactivante de 5375 points. Tout ça pour 1,10 € en prix de vente et un CAC 40 à 5513,31. On continue le bilan de la semaine avec Rémi. Alors, avec les marchés américains qui, eux, ont continué à aligner des records la semaine dernière, c'était même vendredi pour le Dow Jones et le Nasdaq, c'était un petit peu avant, c'était lundi pour le S&P, mais on voit aussi que parallèlement, et ça rejoint un petit peu la cacophonie dont vous parliez, c'est que en même temps, le Dow Jones et le S&P ont enregistré hier leur plus forte baisse depuis 5 mois. Alors, c'est une plus forte baisse, c'est pas du tout un effondrement, moins 0,67%, mais ça montre un petit peu que les marchés sont hésitants. Alors, c'est vrai qu'il y a du pour et du contre. Le shutdown a été provisoirement écarté, mais dans mon expression, il y a provisoirement, puisque ça va revenir assez rapidement au début du mois de février sur le devant de la scène. On a, côté positif, avec la réforme fiscale, les analystes qui revoient fortement leurs prévisions. Alors, de façon un petit peu ambiguë, pour le 4e trimestre, ils les abaissent, puisqu'il y a des charges qui vont être portées sur le 4e trimestre. On attendait une croissance de 11,2% des bénéfices américains au 4e trimestre. Maintenant, on est simplement à plus 8,4%, mais c'est complètement compensé par une révision à la hausse et fortement à la hausse des prévisions pour l'année 2018, puisque maintenant le consensus des analystes attend une croissance des bénéfices de 16% aux États-Unis en 2018, ce qui est un moteur évident pour le marché, contre 11,2% auparavant. Donc il y a cet aspect-là qui est positif. Mais parallèlement, il y a aussi des inquiétudes sur les taux, puisque les taux remontent assez fortement aux États-Unis. Les bons du Trésor sont au plus haut depuis 2014. Donc effectivement, il y a cette cacophonie. Il y a Apple aussi qui, hier, a un petit peu inquiété, puisqu'il semble que les commandes d'iPhone 10 soient sensiblement inférieures à ce qui était prévu. Donc des signaux contradictoires, ce qui explique les hésitations du marché et le fameux mégaphone.
Merci beaucoup Rémi. Donc des records dans les États-Unis, dans les marchés et aussi en Europe, non ou pas, avec l'euro, l'or et toutes les autres choses dans le bilan de la semaine, non? Oui, il y a là aussi il y a des tendances qui sont assez marquées. Hein. L'euro a franchi la barre des 1,24 $ pour la première fois depuis décembre 2014, la semaine dernière. On a même jeudi, après le discours de Mario Draghi, dépassé les 1,25 de façon assez fugace. On est revenu maintenant autour de 1,24. Mais donc ça, c'est un élément qui, en général, mais on en reparlera tout à l'heure, n'est pas forcément très positif pour les marchés, en tout cas qui déstabilise les marchés, puisqu'on avait tendance à dire l'année dernière qu'une parité euro-dollar assez confortable, c'était jusqu'à 1,20. Bon, là, on les a dépassés, donc ça inquiète un petit peu. Du côté du brut qui avait fortement monté, on se stabilise là dans la zone des 70 $. Donc là, ça paraît être une zone relativement satisfaisante pour tout le monde, puisque ça permet aux producteurs de gagner leur vie correctement et aux consommateurs de pétrole de ne pas payer la facture trop chère. Alors ce serait sans doute un peu plus confortable autour de 65, mais bon, on n'en est pas très loin. Et puis il y a l'or qui, mine de rien, sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte, est tout simplement au plus haut depuis l'été 2016. Donc l'or qui peut être aussi perçu comme un signal de tension et un petit peu d'inquiétude sur les marchés, ou aussi le signal que les investisseurs reprennent conscience du risque inflationniste. Merci beaucoup Rémi. Donc on va regarder l'or avec Laurent. Oui, j'ai retenu cette semaine l'or. Alors effectivement, premier point, l'or profite de la baisse du dollar. Ça se voit très bien quand on met le prix de l'or en euros, où on n'a pas du tout le même mouvement ascensionnel. Donc il y a une vraie faiblesse dollar qui bénéficie à l'or. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a un petit peu d'incertitude, d'incompréhension par rapport à la vitesse à laquelle les taux d'intérêt aux États-Unis sont en train de remonter. Alors sur le benchmark 10 ans, on doit être ce matin autour de 2,70. Le niveau que tout le monde surveille, c'est 3%. Si on le dépassait, on changerait quand même de disque dur dans la compréhension qu'on se fait de l'allocation d'actifs en ce moment et des anticipations. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est vrai que l'or, depuis le mois de décembre, a bien progressé. Alors, quand on regarde le chart, on vient de faire un nouveau sommet. Cela dit, regardez, c'est rien d'exceptionnel. On n'a pas réussi à dépasser de manière significative, même en dollars, ce point haut du mois de septembre. Autrement dit, vous voyez bien qu'on est dans un trading range de moyen terme et dans une tendance ascendante de court terme. Cette résistance à 1357, et je vais zoomer un petit peu, c'est normal qu'elle n'ait pas été dépassée du premier coup. Cela dit, elle peut l'être à la deuxième tentative. Il va falloir que les premières prises de profit aient lieu, et si on retournait effectivement dans cette zone à 1322 $ l'once, il y aurait effectivement la possibilité de voir des acheteurs se regrouper et attendre pour continuer d'accompagner ce mouvement, et nous viserions dans ce cas-là, dans un premier temps, le retour sur le sommet à 1360 pour simplifier, et puis en cas de franchissement, on pourrait aller vers 1390 voire 1400 $ l'once. Alors, vous l'avez compris, c'est une stratégie d'achat sur le gold, avec donc un prix optimal autour de 1322. Attention, le prix qui invalide ce scénario haussier, c'est sous 1308 $, et puis on vise, je le répète, 1360 et 1390 sur l'once. Alors, pour mettre en œuvre, actionner donc cette idée de continuation haussière sur le gold, j'ai retenu le Varan Call Falco de code XN52B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Call sur l'or XN52B qui a un effet de levier de 13,62. Son échéance est aussi le 15 juin 2018. Son prix d'exercice 1400 $ et un prix de vente de 0,28 € pour l'once d'or à 1338,63 $. Voilà, et on continue notre émission avec la prochaine rubrique qui s'appelle les tops et les flops. Alors Rémi,
l'économie, quels sont les tops cette semaine? Alors les tops sont assez liés, c'est pas illogique, au début des publications de chiffres d'affaires ou de résultats de l'année 2017. Et le premier top, c'est Somfy. Alors Somfy, une société qui n'est pas forcément très connue, mais une société qui fabrique notamment des stores et volets roulants, la partie électrification de ça. Et donc c'est une société qui profite de tout ce qui est habitat connecté. Et ça marche très bien puisque le chiffre d'affaires qui a été publié la semaine dernière a augmenté de plus de 10%, 10,3% pour être précis. Et ça a été salué par la bourse, même si la société a prévenu que les résultats seraient globalement stables par rapport à l'année précédente en raison de différents investissements. Mais ça, c'était déjà connu. Donc le marché a surtout prêté attention à la forte progression de l'activité avec, en plus, facteur favorable, une accélération sur la deuxième partie de l'année. Le numéro 2 des tops, c'est Carrefour. Carrefour qui a gagné près de 6% sur la semaine. Alors Carrefour était plutôt un flop depuis plusieurs semaines. Donc là, c'est un top. C'est l'effet Bompard. Il y avait la présentation très attendue mardi dernier du plan à moyen terme du nouveau PDG de Carrefour. Et pour faire simple, il a coché toutes les cases. Il y avait des réductions de coûts avec des économies de 2 milliards, quelques suppressions d'effectifs. Et puis, parallèlement, de forts investissements dans le digital, 2,4 milliards sur 5 ans, un accent porté sur le bio, des accords en Chine. Donc, un plan qui, visiblement, était bien conçu et a plu aux investisseurs, ce qui a permis au titre de progresser. Et puis le troisième top, c'est LVMH. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure lors du bilan de la semaine. Le groupe de luxe a publié jeudi soir ses résultats annuels. C'était une des 2 premières sociétés avec STMicroelectronics à les publier. Et ils ont été excellents. Ils ont dépassé la barre des 5 milliards. Alors, ils avaient déjà dépassé les 5 milliards en 2014, mais il y avait une grosse plus-value qui avait permis de dépasser 5 milliards. Cette fois-ci, il n'y avait pas de plus-value, c'est du résultat courant. Et donc, 5 milliards de bénéfices, pour donner un ordre d'idée, c'est quasiment le chiffre d'affaires d'un concurrent de LVMH, c'est quasiment le chiffre d'affaires d'Hermès. Donc, en un an, LVMH a dégagé en bénéfice le chiffre d'affaires d'Hermès. Ça donne quelque chose d'assez impressionnant. LVMH est rentré dans le club des sociétés françaises qui dépassaient 5 milliards de bénéfices. Il y a 5 sociétés dans ce club-là. Voilà donc des tops assez liés aux résultats. Du côté des flops. Voilà, on continue tout de suite. On continue avec les flops. Alors là, c'est pas un résultat, mais c'est un avertissement sur les résultats. Suez n'a pas encore publié ses résultats, mais il a indiqué que ces résultats ne seront pas conformes à ce qui était attendu, notamment sur le bénéfice d'exploitation. La société tablait jusqu'à présent sur une augmentation légère de 1,4% de son bénéfice d'exploitation, et là, elle a annoncé que son bénéfice d'exploitation 2017 serait en repli de 2%. Alors, ça ne paraît pas énorme comme différence, mais on peut considérer que les investisseurs l'ont mal vécu pour une raison assez simple. Il y avait eu à la mi-décembre une journée investisseur. Donc une journée investisseur, c'est une journée où les dirigeants de la société présentent les perspectives. Bon, ils ont présenté leurs perspectives et ils n'ont fait aucune allusion à cette possible révision des résultats. Donc je pense que la sanction est sans doute plus forte que la révision. Il y a un petit peu de dépit, de déception de la part des investisseurs. Deuxième flop, Eutelsat. Alors Eutelsat, vous avez sans doute entendu parler en fin de semaine dernière des problèmes d'Ariane 5 qui a mal positionné 2 satellites qu'elle avait mis dans l'espace, et dans ces 2 satellites, il y en avait un d'Eutelsat pour une société du Moyen-Orient, et donc ça a pesé, et avec ça il y a eu un deuxième élément qui est que la société de télévision Sky par satellite a indiqué que il ne passerait plus par le satellite, mais il passerait via une box qui n'aura plus besoin du satellite. Donc ça fait à terme une inquiétude sur le marché de ces sociétés Eutelsat et SES notamment qui vivent des satellites. Donc une inquiétude assez forte. Donc le titre a été sanctionné. Puis troisième sanction, alors là un petit peu plus étonnante, c'est STMicroelectronics. J'en ai parlé tout à l'heure. Les résultats ont été très bons. Simplement, il y a eu les inquiétudes sur l'iPhone qui se confirment en ce début de semaine. JP Morgan les avait déjà évoquées la semaine dernière en disant que les commandes ne seraient pas à la hauteur des espérances. Et également, Texas Instruments, un concurrent de STMicroelectronics, avait la semaine dernière sorti des résultats trimestriels décevants.
C'est un petit peu la sanction pour une société qui a très très fortement monté l'année dernière. Donc les gens profitent pour prendre leurs bénéfices, même si, je le répète, les résultats qui ont été publiés étaient vraiment très bons et les perspectives étaient également favorables. Mais quand tout va bien, le moindre petit grain de sable provoque des prises de bénéfices. Merci beaucoup Rémi. On va regarder Eutelsat avec Laurent. Oui, Falco. Eutelsat, qui est dans une tendance baissière depuis le mois d'octobre. Vous voyez à l'écran ce mouvement assez puissant puisque le titre s'est changé début octobre à 25 €. On n'est pas loin des 18, voire un petit peu en dessous. Ça fait à la louche un petit 30% de baisse en 4 mois, donc du momentum baissier sur le titre. Alors, une première progression baissière très significative, première ouverture de gap baissier, deuxième ouverture de gap très important, puis derrière, vous le voyez, on consolide sur le titre pendant près de 2 mois. Et puis, il y a 3 jours, nouvelle accélération baissière. Je zoome pour vous permettre de bien voir. Vous voyez cette consolidation avec ces moyennes mobiles qui se rapprochaient l'une de l'autre. Et puis là, on voit de nouveau l'accélération donc de la baisse avec cette très longue bougie rouge. Alors, cela présage, à mon sens, de dégagement plus important à venir dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. On a également, vous le voyez, un RSI qui est très faible, qui rentre dans une zone de survente, autrement dit des vendeurs qui ont bien le marché en main. Alors sur Eutelsat, malgré tout, vous voyez que mon niveau d'invalidation, il est au-dessus de 20 €. On est loin de ce niveau de stop. Autrement dit, si effectivement nous avons petite respiration de marché vers ce niveau de support qui deviendrait donc une résistance autour de 18,33, on pourrait même monter jusqu'à 18,50. Tous les prix entre ces deux bornes, 18,30 et 18,50, sont des opportunités potentielles pour passer vendeur. Invalidation, comme vous le voyez, donc au-dessus de la borne haute du gap baissier, c'est-à-dire au-dessus de 20,20 €, et nous visons dans un premier temps un support de long terme à 16,20 €. Donc vendeur d'Eutelsat, et pour l'être, nous avons choisi un Varan Put de code 36 AJB. Merci beaucoup Laurent. Donc ce Eutelsat, un Varan Put 36 AJB qui a un effet de levier de 30,67 sans échéance de 15 juin 2018, sans prix d'exercice 17,50, tout ça pour un prix de vente de 41 centimes pour Eutelsat à 17,665. Voilà, on va passer maintenant à notre prochaine, pas rubrique, mais événement sympa. On va annoncer le gagnant de notre jeu d'investisseurs de la semaine. Donc, vous savez très bien que chaque semaine, vous pouvez choisir le mardi un produit de la semaine pour vous et l'entrée leasing au code numérique sur notre site d'internet, et on va regarder dans la semaine qui a fait la meilleure performance avec son produit. Et cette semaine, c'est qui alors, Laurent? Eh bien, cette semaine, Falco, c'est Youssef qui habite Dijon et qui a eu la bonne idée d'acheter un call sur Société Générale. La bonne idée, parce que son produit a fait presque 24% de performance en quelques jours, 23,8. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Youssef? Il a été malin puisqu'il avait remarqué ce triple test de ce niveau à 45 € qui avait donc à chaque fois fait barrage à la progression des cours, et c'était donc une résistance, et quand elle a été franchie, bien vous le savez maintenant, il y a eu ce changement de polarité et elle est donc devenue support, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Regardez ici, on voit ce petit doji sur 45 qui est venu donc se poser vraiment parfaitement sur ce précédent niveau, et le mouvement haussier qui était en œuvre sur Société Générale a repris à partir de ce niveau. Donc Youssef, en voyant l'apparition de ce doji
Le lendemain, on voit qu'on clôture marginalement au-dessus, mais que le support tient bon. Eh bien, il est rentré donc à l'achat avec un VAR en call et il accompagnait donc le titre jusqu'à la borne haute de ce gap baissier qui ce matin était en train d'être franchi. On verra si effectivement il le sera ou pas. En tout cas, c'était une bonne idée et le code du produit Falco, c'était le 78 ABB, 24% de perf. Bravo Youssef. Dans une semaine, et voilà, la tasse comme d'habitude, elle est pour vous. On va l'envoyer cet après-midi. Félicitations. Voilà, on va passer maintenant à notre prochaine rubrique, le Focus. Alors Rémi, la question que tout le monde se pose en ce moment, pourquoi l'euro est si fort face au dollar? Alors, bonne question. Merci de me l'avoir posée. Bah oui. On va revenir sur les facteurs qui influencent la parité entre deux devises. Mais pour commencer, je vais commencer par une boutade qui est évoquée souvent par l'INSEE. C'est quand on demande aux gens de l'INSEE quelle est la meilleure prévision de la parité euro-dollar, ils disent c'est le dernier taux de change. Ça veut dire que dans le domaine des devises, c'est très très difficile de faire des prévisions. Alors c'est vrai dans tous les domaines, mais dans le domaine des devises, je crois que c'est un des domaines où on se trompe le plus facilement. Voilà. Alors cette première parenthèse étant fermée, il y a deux facteurs, pour simplifier vraiment beaucoup, qui influencent sur les parités entre deux monnaies. Le premier, c'est le commerce extérieur. Donc, normalement, quand une zone géographique ou un pays a un commerce extérieur excédentaire, favorable, c'est bon pour sa monnaie. Alors, globalement, et donc, quand on regarde l'Europe et les États-Unis, il n'y a pas photo. L'Europe, pas grâce à la France, mais grâce à l'Allemagne notamment, est clairement excédentaire. Et les États-Unis sont clairement déficitaires. Donc, il y a une tendance plutôt de long terme qui, normalement, est favorable à une valorisation de l'euro face au dollar. Ça, c'est le premier point. Tendance structurelle. Et puis, sinon, il y a l'autre facteur qui est tout bêtement l'évolution des taux d'intérêt. Quand les taux sont plus élevés dans une zone, les investisseurs ont tendance à aller placer leur argent dans cette zone. Or, les États-Unis étant nettement en avance sur l'Europe dans le cycle économique, ils ont commencé à remonter leurs taux, doucement, mais ils les remontent, depuis la fin 2015. Donc ça commence à faire. Et les taux sont effectivement bien plus élevés, même s'ils sont faibles, aux États-Unis qu'en Europe, où ils sont à zéro. Donc les capitaux ont tendance à aller vers les États-Unis. Donc là, on a deux forces contradictoires. Sauf que ces derniers temps, eh bien, on se dit que le mouvement est en train de se terminer, c'est-à-dire que les États-Unis ne vont peut-être plus si longtemps que ça remonter leurs taux, alors qu'en Europe, on se pose la question de la sortie du quantitative easing. Ça, on a commencé depuis le début du mois à ralentir les achats, et puis maintenant on se dit que l'Europe remontera peut-être ses taux. Alors on était plutôt sur l'horizon 2019. Maintenant, il y en a certains qui disent que l'Europe pourrait remonter ses taux dès 2018. Donc il y a des anticipations de remontée des taux en Europe, et en fait de synchronisation plutôt des politiques qui là ferait par différentiel par rapport à ce qui se passait avant, serait à l'avantage de l'euro. Donc voilà un deuxième élément qui militerait plutôt pour une hausse de l'euro. Alors après, il y a aussi on sait que les autorités européennes ne veulent pas que l'euro remonte trop fort. Donc on peut penser que la Banque Centrale Européenne veillera aussi dans son discours à dire qu'elle fera les choses prudemment, et M. Draghi est plutôt habile dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Donc voilà un petit peu pour les facteurs généraux. C'est excellent, merci beaucoup pour cette analyse. Mais quel est l'impact des coûts sur l'économie en fait? Quelles sont peut-être des valeurs qui souffrent, qui profitent? Alors l'impact sur l'économie, il faut voir aussi que quand une monnaie est forte, c'est en général parce que l'économie se porte bien. Ouais. Bon, on a eu la publication aujourd'hui, ce matin, du PIB européen. Il a progressé, je crois, de 2,7% sur l'année 2017. En France, c'était un peu moins bien, mais c'était 1,9%, ce qui est quand même une grosse progression par rapport au passé. Donc il y a une tendance qui est favorable. Donc si la monnaie se porte bien, c'est que l'économie va bien et donc que les bénéfices des sociétés vont bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, quand une monnaie se valorise, eh bien, les bénéfices réalisés dans l'autre zone traduits
dans la monnaie locale. Donc on va prendre simplement les bénéfices réalisés aux États-Unis. Eh bien, si l'euro est fort face au dollar, ça fait moins d'euros retranscrits. C'est pour ça que là, je vous ai présenté les valeurs dollars du CAC 40. Eh bien, c'est les valeurs qui ont une part de leur chiffre d'affaires réalisé en dollars très importante. Là, on voit qu'il y a STMicroelectronics. Je pense qu'il y a une autre image qui montre le reste. Ouais. On voit il y a STMicroelectronics, il y a Essilor, il y a Sodexo, Safran, Capgemini. Si on peut regarder simplement sur STMicroelectronics. Je propose qu'on regarde juste Sodexo notamment avec Laurent. C'est pour ça qu'on a séparé les slides en deux. Donc Laurent, point de vue analyse technique en fait, qu'est-ce qu'il a fait sur Sodexo ou pas? Sur Sodexo, je préciserai simplement que Sodexo donc, réalise 40% de son chiffre d'affaires dans la zone dollar, et qu'il y a des études aussi qui ont montré, parce qu'il y a un autre point qu'il faut signaler, c'est qu'il y a la réforme fiscale aux États-Unis. Donc on peut considérer que les sociétés sont pénalisées par la parité euro-dollar, mais favorisées par la réforme fiscale aux États-Unis. Et Sodexo, il y a des calculs qui ont montré que la réforme fiscale lui apporterait 6% de bénéfices en plus. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Donc, alors Laurent, le chart. Sodexo. D'abord, en préambule, je réitère mon manque de conviction cette semaine. C'est important parce que vous me connaissez, parfois j'ai des avis très tranchés, très convaincus. Là, je dois dire qu'on est quand même un petit peu dans le brouillard. Alors, sur Sodexo, ce qu'on remarque malgré tout, c'est qu'il y avait une belle dynamique sur le titre depuis le mois de septembre, et qu'on a d'abord, dans un premier temps, assisté à l'incapacité des acheteurs à continuer à prolonger cette dynamique avec, vous le voyez, ce trading range, cette fausse sortie haussière. Et puis derrière, il y a eu un deuxième événement assez négatif, c'est l'ouverture de ce gap baissier important, avec une bougie, regardez, une séance très très négative. Ça, c'est un vrai préjudice d'un point de vue technique, parce que ça inverse finalement la dynamique et la tendance précédente. On remonte tout doucement sur cet ancien niveau de résistance à quelques centimes de la borne basse du gap baissier, et on est reparti tout de suite à la baisse. Autrement dit, on a une dynamique qui est très négative pour le moment sur Sodexo. On est un petit peu loin du stop, puisque vous le voyez, il se situe au-dessus de 112 €. Donc si on revenait sur cette zone entre 106,70 et 107 €, ce que j'ai matérialisé avec ce segment gris, eh bien nous pourrions avoir un prix de vente pour continuer d'accompagner donc ce mouvement baissier enclenché maintenant depuis plusieurs semaines, depuis la mi-décembre, avec un objectif donc vers les 100 € et une invalidation donc au-dessus de 109,92, autrement dit au-dessus de 110 €. Voilà, donc un scénario a priori baissier sur le titre, et donc j'ai choisi un VAR en put, et son code c'est le 88 ABB. Merci beaucoup Laurent. Donc un VAR en put sur Sodexo 88 ABB qui a ce matin un effet de levier de 8,18, son prix d'exercice de 100 €, son échéance de 15 juin 2018, son prix de vente 54 centimes pour Sodexo à 104,62,5. Et on continue tout de suite avec Rémi le focus et les autres valeurs en fait. Oui, alors on a vu 5 des 10 valeurs les plus concernées. Là, on voit les 5 autres. Clairement, la plus concernée, c'est Publicis Group, qui réalise une très grosse part de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Et alors là, pour rendre encore le sujet un petit peu plus compliqué, quand on voit la réforme fiscale de Trump, on voit que les sociétés paieront sans doute moins d'impôts aux États-Unis, mais si elles ont beaucoup de crédits aux États-Unis, on sait que la déductibilité des emprunts sera moins forte avec la réforme fiscale. Donc les choses sont assez compliquées, c'est vraiment du cas par cas. Globalement, on ne peut pas être binaire dans ce domaine-là, dire les sociétés sont très implantées aux États-Unis, ça va être mauvais pour elles. D'accord. Merci beaucoup Rémi. Donc on va regarder vite fait Publicis avec Laurent. Oui, on regarde Publicis. Première constatation, on est dans une phase de latéralisation sur le titre entre 53 et 58. On a une tendance baissière que j'ai illustrée avec cette ligne de tendance qui vient dans le voisinage des 58,50 €. C'est aussi une zone de résistance horizontale. Le marché n'a pas réussi à dépasser ce niveau, et ensuite il a cassé le premier petit niveau
de support intermédiaire. Autrement dit, si on retournait là aussi sur la zone des 57 €, il y aurait une possibilité d'ouvrir une position à la vente. Le niveau qui invalide ce scénario baissier, c'est au-dessus de 59 € et le prix visé dans un premier temps, c'est autour de 53,30 €. Donc vous le voyez, un titre qui pour le moment fait un aplat, mais à très court terme, on voit cette dynamique négative qui devrait a priori se perpétrer. Alors, pour justement profiter de ce scénario, s'il est juste, eh bien c'est d'acheter un turbo put infini. Son code, c'est le 58 BCB. Merci beaucoup Laurent. Donc turbo put infini sur Publicis Groupe 58 BCB qui a ce matin un effet de levier de 9,11, son niveau de financement de 61,5207, sa période désactivante de 59,05 et son prix de vente de 60 centimes pour Publicis à 55,59. Et on passe à notre prochaine rubrique, à ne pas manquer. Alors Rémi, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer cette semaine? Alors c'est surtout les États-Unis qu'il va falloir regarder cette semaine. On voit que la liste est assez longue aux États-Unis. Alors je vais simplement retenir deux points marquants. C'est le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union, c'est ce soir. La réunion de la Fed, on peut passer assez rapidement puisqu'il n'y a pas de conférence de presse. C'est simplement les adieux de Madame Yellen qui sera remplacée le mois prochain par Monsieur Powell. Et puis l'autre grand rendez-vous, c'est vendredi, comme toujours, les statistiques de l'emploi. Là, ce sera les statistiques de l'emploi du mois de janvier à suivre de près. Voilà grosso modo l'essentiel pour l'économie. On peut aussi jeter un petit coup d'œil sur les chiffres de l'inflation, que ce soit en France ou dans la zone euro, et ce sera pour demain. Du côté des entreprises, en France, il y a 2 publications de sociétés du CAC 40, ArcelorMittal demain et Unibail-Rodamco jeudi. En revanche, aux États-Unis, ben là, c'est l'embarras du choix. Il y a un quart du S&P 500 qui publie ses résultats. Alors là, je vous en ai mis quelques-unes. Il faut noter que toutes les GAFAM publient leurs résultats cette semaine. Si on prend les GAFAM, Netflix les avait publiés la semaine dernière. Mais voilà, donc toutes les grosses technologies publient leurs comptes. Et en Europe, il y a aussi des sociétés importantes comme Daimler, Roche ou Royal Dutch. Donc vous voyez, il y a de quoi faire cette semaine au niveau des publications de résultats. Moins en France, mais beaucoup à l'étranger. Merci beaucoup Rémi, super, donc il y a plein de choses à regarder aussi cette semaine. Donc il me reste juste à vous donner les rendez-vous pour cette semaine et aussi la semaine prochaine. En fait, il y a comme d'habitude jeudi soir le 1er février à 18 h une revue de technique des marchés avec Laurent Albi comme d'habitude, et aussi mardi prochain 6 février à midi la prochaine émission de notre 100% marché. Donc merci d'avoir été avec nous, merci aussi à nos invités pour toutes les analyses d'aujourd'hui et aussi cette analyse profonde sur l'euro-dollar, très très intéressant. Merci beaucoup Rémi Lebailly et évidemment Laurent Albi pour toutes les analyses techniques. Merci Falco. Merci d'avoir été avec nous à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.